La cinquième dimension, entre physique, conscience et tradition spirituelle. Note importante. Ce contenu est à visée éducative, culturelle et philosophique. Il explore la notion de cinquième dimension à travers plusieurs prismes. La physique théorique, la psychologie, les traditions spirituelles et le développement personnel. Les interprétations spirituelles et métaphysiques présentées ici relèvent du domaine de la croyance personnelle, de la spéculation philosophique et de l'expérience intérieure. Elles ne constituent pas des vérités scientifiquement établies. Les parallèles entre physique théorique et concept de conscience sont des analogies culturelles, non des équivalences démontrées. Aborder ce contenu comme une invitation à la réflexion, non comme un ensemble de certitudes. Il existe certaines questions qui traversent les siècles sans jamais se résoudre tout à fait. Non pas parce qu'elles sont impossibles à poser, mais parce que les réponses qu'elles appellent se situent à la frontière entre ce que la science peut mesurer et ce que l'expérience humaine ressent profondément. Parmi ces questions, il y en a une qui revient avec une insistance particulière dans notre époque, celle de la conscience élargie, de la perception qui dépasse les catégories habituelles, de cette sensation que certaines personnes décrivent comme « voir différemment », pas avec les yeux physiques, mais avec quelque chose de plus difficile à nommer. Dans les cercles spirituels contemporains, cette expérience a reçu un nom, la cinquième dimension. Et aujourd'hui, nous allons explorer ce que ce terme signifie vraiment, en commençant par la physique, en traversant la psychologie et en arrivant aux traditions de sagesse qui ont exploré ces territoires bien avant que le mot « dimension » n'entre dans le vocabulaire scientifique. Avant d'aller plus loin, une précision fondamentale. Ce que nous allons explorer est un sujet situé à l'intersection de domaines très différents. La physique théorique utilise le mot « dimension » d'une manière très précise et mathématique. Les traditions spirituelles et les courants de développement personnel l'utilisent de manière métaphorique et expérientielle. Ces deux usages ne se contredisent pas nécessairement, mais ils ne parlent pas exactement de la même chose. Garder cela à l'esprit nous permettra de naviguer ce sujet fascinant avec la clarté qu'il mérite. Est-ce la cinquième dimension en physique? Une histoire remarquable. Pour comprendre pourquoi le concept de cinquième dimension a autant capturé l'imagination humaine, il faut commencer par son origine scientifique, une histoire qui est elle-même extraordinairement fascinante. En 1919, un mathématicien allemand peu connu du grand public, Theodor Kaluza, envoya une lettre à Albert Einstein qui allait changer la façon dont les physiciens pensaient l'espace. Kaluza avait réalisé quelque chose de stupéfiant. Si on prenait les équations d'Einstein de la relativité générale, les équations qui décrivent la gravité, et qu'on les étendait à 5 dimensions au lieu de 4, quelque chose de miraculeux se produisait. Les équations électromagnétiques de Maxwell apparaissaient spontanément. Deux forces fondamentales de la nature, la gravité et l'électromagnétisme, se révélaient être deux aspects d'une même réalité géométrique dans un espace à 5 dimensions. Einstein a mis 2 ans avant d'accepter de présenter cet article à l'Académie des sciences de Prusse en 1921. Non pas parce qu'il le trouvait inintéressant, au contraire, mais parce qu'il était si étrange, si audacieux, qu'il voulait s'assurer de sa solidité mathématique. Quelques années plus tard, en 1926, le physicien suédois Oskar Klein apporta une réponse à la question qui dérangeait tout le monde. Si cette cinquième dimension existe,
Pourquoi ne la percevons-nous pas? Sa réponse était élégante et contre-intuitive, parce qu'elle est repliée sur elle-même à une échelle infimement petite, de l'ordre du 10 puissance moins 33 cm, ou une dimension si minuscule que même nos instruments les plus précis ne peuvent la détecter directement. Cette théorie, la théorie de Kaluza-Klein, est devenue un précurseur direct de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie des cordes, qui postule que l'espace-temps possède en réalité 10 ou 11 dimensions, dont la plupart sont repliées ou compactifiées à des échelles que nos technologies actuelles ne peuvent pas atteindre. Il est important de souligner honnêtement que la théorie de Kaluza-Klein n'est pas, selon la physique contemporaine, une description validée de notre réalité physique. Elle n'est pas soutenue par des preuves expérimentales directes, mais elle représente quelque chose de remarquable. La première fois que la physique a sérieusement envisagé que l'espace pourrait avoir plus de dimensions que celles que nos sens perçoivent directement. Et c'est cette idée que la réalité pourrait contenir des dimensions que notre perception ordinaire ne capte pas, qui a voyagé de la physique théorique vers la philosophie, la spiritualité et finalement la culture populaire. Ce que nos sens ne capturent pas, les limites de la perception ordinaire. Pour appréhender la notion de cinquième dimension au-delà du seul cadre physique, il est utile de commencer par quelque chose que la science établit clairement. Notre perception ordinaire de la réalité est extraordinairement limitée et sélective. Le spectre électromagnétique s'étend des ondes radio aux rayons gamma. La portion que nos yeux peuvent percevoir, la lumière visible, représente environ 0,0035% de l'ensemble de ce spectre. Nous sommes littéralement entourés de réalités que nous ne pouvons pas voir directement. Nos oreilles ne captent que les sons entre environ 20 et 20 000 Hz. De nombreux animaux entendent des fréquences bien au-delà ou en deçà de cette plage. Les baleines communiquent à travers des infrasons que nous ne pouvons pas entendre. Les chauves-souris naviguent dans l'obscurité totale grâce à des ultrasons hors de notre portée auditive. Notre cerveau, pour fonctionner efficacement, opère un filtrage radical de l'information sensorielle disponible. À chaque instant, nos sens reçoivent des millions de bits d'informations. Notre conscience n'en traite consciemment qu'une infime fraction. Le reste est filtré, ignoré, ou traité de manière non consciente. Ce constat est fondamental. Nos capacités perceptives ordinaires ne nous donnent pas accès à la totalité de la réalité. Elles nous donnent accès à une version de la réalité, fonctionnelle, utile pour notre survie, mais partielle. La question que posent beaucoup de traditions spirituelles et que certains chercheurs en psychologie explorent sérieusement est la suivante. Existerait-il des états de conscience dans lesquels ce filtre se relâche, donnant accès à des aspects de la réalité que la perception ordinaire masque habituellement? La première preuve, l'expérience de l'éveil perceptif. Revenons maintenant aux 8 expériences que beaucoup de personnes associent à ce qu'ils décrivent comme une expansion de leur conscience. Et il s'agit moins de preuves au sens scientifique que de phénomènes expérientiels documentés que des milliers de personnes à travers les cultures et les siècles ont rapportés, et que la psychologie contemporaine commence à étudier sérieusement. Le premier de ces phénomènes est ce que le psychologue Steve Taylor de l'Université de Leeds appelle les Awakening Experiences, les expériences d'éveil. Dans une étude portant sur 90 de ces expériences,
Taylor et sa collègue Christina Egueto-Sabo ont trouvé un ensemble remarquablement cohérent de caractéristiques. Ces expériences se caractérisent par une intensification soudaine de la perception. Les couleurs semblent plus vives, les contours plus nets, le monde environnant plus réel que d'habitude. Une sensation de connexion profonde avec l'environnement. Un sentiment de bien-être intense. Et souvent, une dissolution temporaire de la frontière entre soi et le monde extérieur. Taylor écrit dans Psychology Today, « Nous sommes normalement piégés dans une perception familiarisée et automatique du monde. C'est pourquoi les états de conscience supérieure portent une forte sensation de révélation, parce qu'ils révèlent une réalité plus large. Ce phénomène n'est pas marginal. Taylor note que ces expériences sont déclenchées par des contextes très variés. La nature, la méditation, la pratique sportive intense, parfois des moments de détresse psychologique, parfois au contraire, des moments de bonheur profond. Environ un tiers des cas, dans sa recherche, sont liés à la détresse psychologique, ce qui suggère que la souffrance peut parfois ouvrir des espaces de perception habituellement fermés. Et si l'on suit l'interprétation spirituelle, on pourrait dire que ces personnes ont momentanément perçu quelque chose qui va au-delà de la réalité à 3 dimensions habituellement expérimentées. Selon cette perspective, et je la présente comme une interprétation, non comme une certitude, elles auraient effleuré quelque chose que certains nomment la 4e ou 5e dimension de la conscience. La deuxième preuve, la synchronicité et la signification du hasard. Le deuxième phénomène que beaucoup associent à une expansion de conscience est l'expérience de la synchronicité, un terme introduit par le psychologue Carl Jung pour désigner des coïncidences significatives qui semblent défier les lois du hasard ordinaire, où Jung définissait la synchronicité comme le principe de connexion acausale, des événements qui se produisent simultanément et semblent liés par leur signification plutôt que par une relation de cause à effet. Vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, et quelques minutes plus tard, cette personne vous appelle. Vous cherchez une information sur un sujet précis, et vous trouvez la réponse dans une conversation qui s'engage par hasard. Pour la psychologie conventionnelle, ces expériences s'expliquent principalement par le biais de confirmation. Notre cerveau filtre et mémorise sélectivement les coïncidences qui confirment un schéma, en ignorant les nombreuses fois où la coïncidence ne s'est pas produite. Mais la chercheuse Lisa Miller, professeure à l'Université Columbia et auteure du livre The Awakened Brain, y offre une perspective différente. Ses recherches sur ce qu'elle appelle le cerveau éveillé suggèrent que certains états neurologiques sont associés à une perception accrue des synchronicités et des connexions, et que ces états sont liés à une plus grande résilience, créativité et bien-être. Miller décrit neurologiquement le cerveau éveillé comme montrant une parole intérieure plus calme, des circuits d'attachement plus forts, une attention plus large, remarquant les guidances et synchronicités, et une frontière plus douce entre moi et le reste de la vie. Que ces synchronicités soient le signe d'une connexion à une dimension de réalité plus large, comme le propose l'interprétation spirituelle, ou qu'elles soient des constructions de notre appareil perceptif dans un état particulier d'activité. Les 2 hypothèses sont compatibles avec les données disponibles et aucune n'est définitivement réfutée. La 3e preuve, le sentiment que le temps fonctionne différemment.
Un troisième phénomène fréquemment rapporté par des personnes qui décrivent une expansion de leur conscience est une relation transformée au temps. Dans les états ordinaires, le temps semble linéaire, séquentiel, unidirectionnel. Le passé est fixé, le présent fugace, le futur ouvert, mais inconnaissable. Mais dans certains états de conscience, lors de méditations profondes, dans des moments de créativité intense, parfois dans des états de flow, décrits par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, la perception du temps change radicalement. L'horloge continue d'avancer, mais l'expérience du temps peut sembler s'étirer, se concentrer, ou même disparaître momentanément. D'un point de vue strictement physique, la relativité générale d'Einstein nous enseigne quelque chose de fondamentalement surprenant sur le temps. Il n'est pas une constante universelle. Il s'écoule différemment selon la vitesse et la gravité. Un être vivant à proximité d'un objet très massif vieillit plus lentement qu'un autre, se trouvant loin de cette masse. Le temps est une dimension de l'espace-temps, pas un absolu indépendant. Dans la théorie de Kaluza-Klein et dans les théories qui lui ont succédé, le temps est la quatrième dimension. Une cinquième dimension ajoutée à cet espace-temps serait, dans le cadre physique, une dimension spatiale supplémentaire. Mais dans le cadre de la réflexion spirituelle, et plusieurs traditions décrivent un état de conscience dans lequel le temps cesse d'être perçu comme unidirectionnel, où passé, présent et futur coexistent, d'une manière ou d'une autre, dans une expérience plus large. Selon l'interprétation de certains enseignants spirituels, cette expérience de hors du temps serait précisément une des caractéristiques de la cinquième dimension de la conscience. Un espace expérientiel dans lequel la linéarité temporelle se dissout au profit d'une présence élargie. La quatrième preuve, l'empathie qui dépasse la proximité. Le quatrième phénomène est peut-être l'un des plus difficiles à aborder sans tomber dans des affirmations non fondées. Mais il est aussi l'un des plus intrigants du point de vue scientifique. Des recherches en neurosciences, et notamment celles menées par la chercheuse Jeanne Achterberg dans une étude d'IRM fonctionnelle, ont montré quelque chose d'inattendu. Des guérisseurs traditionnels étaient placés dans un scanner d'IRM. Leurs patients, se trouvant parfois dans un bâtiment différent, étaient également scannés. Quand le guérisseur entrait dans un état de concentration, d'intention vers son patient, un pattern d'activation cérébrale distinctif apparaissait dans son cerveau, et un pattern correspondant apparaissait presque instantanément dans le cerveau du patient, malgré l'absence de tout contact physique. Les interprétations de cette étude varient considérablement selon les chercheurs. Certains y voient des artefacts expérimentaux. D'autres y voient la suggestion d'une forme de résonance entre des consciences à distance. Et les tenants d'une vision post-matérialiste de la psychologie, dont Lisa Miller fait partie, utilisent d'un de ces résultats pour soutenir ce qu'ils appellent un modèle antenne du cerveau. Le cerveau ne produit pas la conscience comme une usine produit un objet, mais la reçoit et la transmet, comme une antenne reçoit et émet des signaux. Cette hypothèse, qui reste très débattue dans la communauté scientifique, est à la frontière entre neurosciences et philosophie de l'esprit. Elle ne permet pas de conclure que certaines personnes accèdent à la cinquième dimension, mais elle suggère que notre compréhension de la conscience et de ses frontières est incomplète. Dans beaucoup de traditions spirituelles, un signe d'expansion de la conscience est précisément une empathie plus profonde et une connexion plus intense avec les autres, parfois décrite comme la capacité de ressentir
l'état intérieur d'une autre personne sans communication verbale. Si l'on suit l'interprétation spirituelle, cette expérience serait l'une des manifestations de ce que certains appellent la cinquième dimension. Un espace où la séparation entre les êtres se révèle être moins absolue qu'elle ne le semble dans la conscience ordinaire. La cinquième preuve, la transformation des relations et la dissolution du jugement. Un cinquième phénomène, documenté dans les descriptions d'expansion de conscience, est une transformation du regard que l'on porte sur les autres et sur soi-même. Des personnes qui décrivent ce qu'elles perçoivent comme un éveil ou une expansion de leur conscience rapportent fréquemment une diminution du jugement, non pas une indifférence, mais une compréhension plus large des raisons pour lesquelles les gens font ce qu'ils font. Une plus grande capacité à voir la même situation depuis plusieurs perspectives simultanément. Une tendance à percevoir l'humanité partagée dans des personnes très différentes de soi. Carl Jung, dans ses travaux sur le processus d'individuation, le processus par lequel un être humain intègre les différentes parties de sa psyché pour atteindre une plus grande plénitude, décrivait quelque chose d'analogue. Pour Jung, la maturité psychologique implique de reconnaître dans les autres ce que l'on a longtemps nié en soi. Ce processus conduit à moins de projection, et moins de rejet, et davantage de compréhension. La version du consultant en développement spirituel Cavaler, qui s'appuie sur la psychologie analytique jungienne et le bouddhisme tibétain pour décrire le développement de la conscience, formule cette idée ainsi. Une conscience de la cinquième dimension c'est que toutes les pensées, tous les sentiments et toutes les actions peuvent être vues depuis toutes les perspectives. Elles peuvent toutes être perçues comme bonnes, mauvaises, masculines, féminines, spirituelles, matérielles. Dans le cadre de la psychologie, cela correspond à ce que le psychologue Abraham Maslow appelait le stade des peak experience, des expériences de sommet dans lesquelles la perception habituelle de séparation entre soi et le monde, entre soi et les autres, s'estompe temporairement et se révélant une unité sous-jacente. La sixième preuve, les changements dans les habitudes et les priorités. Le sixième phénomène est peut-être le plus concret et le plus vérifiable dans la vie quotidienne. Les personnes qui décrivent avoir traversé une transformation significative de leur conscience rapportent souvent des changements prononcés dans leurs priorités et leur comportement. Ce n'est pas simplement une question de vouloir être plus spirituel au sens superficiel du terme. C'est souvent une réorientation profonde, des choses qui semblaient outer capitales avant, le statut social, la compétition, l'accumulation, perdent de leur importance. Des choses qui semblaient secondaires, la qualité des relations, la connexion avec la nature et la contribution à quelque chose de plus large que soi acquièrent une importance centrale. Une étude publiée dans la revue Clinical Practice et Epidemiology in Mental Health et citée dans le contexte des pratiques de développement personnel suggère que les techniques de visualisation positive et de définition d'objectifs profonds, souvent associées à ce que certains appellent l'alignement avec des niveaux de conscience plus élevés, peuvent positivement influencer la motivation et le comportement, en particulier quand elles sont combinées avec des actions concrètes. La neurologie offre aussi quelque chose d'intéressant ici. Des recherches ont montré que les expériences spirituelles profondes et répétées ont des effets mesurables sur le cerveau. Une activité accrue dans les zones associées à la connexion et au sens, et une activité diminuée dans le réseau du mode par défaut,
souvent associés à l'ego et à la rumination, et des changements durables dans la structure cérébrale. Ces effets sont similaires, selon certaines études, à ceux produits par des pratiques méditatives régulières et soutenues. La 7e preuve, la relation transformée avec la nature. Le 7e phénomène est l'un des plus universellement rapportés dans toutes les traditions spirituelles et psychologiques liées à l'expansion de la conscience. Une connexion profonde est ressentie avec la nature. Ce phénomène va au-delà de la simple appréciation esthétique d'un beau paysage. Des personnes le décrivent comme une dissolution momentanée de la frontière entre soi et le monde naturel, une expérience dans laquelle les arbres, les nuages, le vent ne sont plus perçus comme là dehors, mais comme faisant partie d'un continuum dont on est soi-même une expression. Le psychologue Steve Taylor, dans son étude des expériences d'éveil, note que l'immersion dans la nature est l'un des déclencheurs les plus fréquents de ces états. Dans son propre témoignage, qu'il a partagé dans The Conversation et Psychology Today, il décrit une expérience personnelle dans la campagne anglaise, où tout ce qui était autour de moi est devenu intensément réel. Les champs, les arbres, les nuages semblaient plus vivants, plus complexes et plus beaux. Je me sentais connecté à mon environnement. Cette expérience, décrite par des mystiques dans pratiquement toutes les traditions, des Amérindiens aux soufis, des bouddhistes zen aux contemplatifs chrétiens, a une résonance particulière dans le contexte contemporain. La physique quantique suggère que la distinction entre observateur et observé n'est pas aussi absolue qu'elle le semble dans la physique classique. L'intrication quantique montre que des particules peuvent être corrélées de manière non locale. Ces données ne prouvent pas les expériences mystiques de communion avec la nature, mais elles suggèrent que la réalité physique elle-même est moins nettement divisée entre séparés que notre expérience ordinaire nous le ferait croire. Dans la perspective de la 5e dimension de la conscience, cette expérience serait précisément le signe d'un relâchement temporaire du voile qui sépare artificiellement l'individu du reste de l'existence. Ou la 8e preuve, la capacité à vivre dans l'incertitude sans anxiété. Le 8e et dernier phénomène que nous allons explorer est peut-être le plus subtil, mais selon certains chercheurs, l'un des plus significatifs. Il s'agit de la capacité à habiter l'incertitude, à vivre dans un monde que l'on ne contrôle pas et qui ne se laisse pas entièrement prévoir, sans que cette incertitude génère une anxiété paralysante. Dans la conscience ordinaire, l'incertitude est souvent vécue comme une menace. Notre cerveau, façonné par des millions d'années d'évolution dans un environnement où l'incertitude signifiait souvent un danger, tend à interpréter l'inconnu comme potentiellement menaçant. D'où le besoin de contrôle, de prédiction, de certitude qui caractérise tant d'aspects de la vie humaine contemporaine. Un auteur du site BizCatalyst 360 qui a écrit sur la science de la 5e dimension de la conscience formule cette idée de manière intéressante. La 5e dimension est un équilibre statistique où l'entropie est constante. Fondamentalement, l'inconnu est l'équilibre de la 5e dimension. Plus on s'y abandonne, plus on est en mesure de s'y intégrer. Indépendamment de la terminologie scientifique quelque peu métaphorique, cette observation touche à quelque chose que la psychologie clinique confirme. Les personnes qui rapportent des niveaux élevés de résilience spirituelle ou de transcendance, mesurés par des instruments validés comme l'échelle de transcendance,
de Céline Kessébir, font preuve d'une plus grande tolérance à l'ambiguïté et d'une moindre réactivité anxieuse face à l'incertitude. Dans les traditions bouddhistes, où l'acceptation de l'impermanence, le fait que rien ne dure, que tout change, que la certitude est une illusion, est précisément l'une des portes vers ce que la tradition appelle l'éveil. Non pas une résignation passive, mais une ouverture active à ce qui est, tel que c'est. Le pont entre la physique et la conscience, où la science s'arrête et où commence la philosophie, nous voilà arrivés à un point qui mérite une réflexion honnête et nuancée. Tout au long de cette exploration, nous avons voyagé entre la physique théorique, avec ses dimensions compactifiées et ses équations élégantes, et les expériences de conscience que des millions de personnes décrivent dans toutes les cultures. Ces deux domaines utilisent le même mot, dimension, mais parlent-ils de la même chose? Ou la réponse honnête est probablement pas de manière directe. La cinquième dimension de la théorie de Kaluza-Klein est une dimension spatiale supplémentaire, mathématiquement définie, dont la taille serait de l'ordre de 10 puissance moins 33 cm. Ce n'est pas un état de conscience. Ce n'est pas un espace d'expérience. C'est une propriété géométrique de l'espace-temps, postulée pour unifier deux forces fondamentales de la nature. La cinquième dimension, dont parlent les traditions spirituelles et les courants contemporains de développement personnel, est une métaphore, une manière de nommer quelque chose qui semble dépasser la réalité tridimensionnelle habituelle. Elle désigne un état de conscience, un mode d'être au monde, une manière de percevoir et de ressentir. Ces deux choses ne sont pas la même chose, mais elles partagent quelque chose de significatif. L'idée que la réalité telle que nos sens ordinaires la perçoivent n'est pas la totalité de ce qui existe, que des aspects de la réalité échappent à notre perception quotidienne, que ce soit parce qu'ils sont physiquement inaccessibles à nos instruments actuels ou parce qu'ils requièrent un état de conscience que notre vie habituelle ne cultive pas. Et c'est peut-être précisément à cette intersection que réside quelque chose de véritablement important. Ce que les traditions de sagesse disent, que la physique confirme partiellement les grandes traditions de sagesse de l'humanité. Le bouddhisme, le Vedanta hindou, la mystique soufie, la Kabbale, le christianisme mystique et les traditions des peuples autochtones partagent certaines affirmations fondamentales sur la nature de la conscience et de la réalité. Premièrement, que notre perception ordinaire est filtrée et partielle. Les bouddhistes parlent de maya ou d'illusion, non pas que le monde n'existe pas, mais que notre perception de sa nature profonde est voilée. Les traditions méditatives du monde entier ont développé des pratiques précisément pour relâcher ce filtre. Deuxièmement, que sous la multiplicité apparente des phénomènes existe une unité fondamentale. Les physiciens parlent d'unification des forces. La théorie de Kaluza-Klein était précisément une tentative d'unifier deux forces distinctes en les révélant comme deux aspects d'une même réalité dans un espace plus grand. Troisièmement, que le temps n'est pas ce qu'il semble. Les traditions contemplatives ont toujours décrit des états dans lesquels le temps se dissout ou se transforme. La physique relativiste nous dit que le temps est effectivement une dimension flexible liée à la vitesse et à la gravité, et non un absolu universel. Ces parallèles sont fascinants. Sont-ils des preuves que les traditions spirituelles avaient accès à des vérités physiques avant que la science les découvre? Ou sont-ils des analogies superficielles entre des domaines fondamentalement différents?
La sagesse suggère de maintenir les deux possibilités ouvertes, en ne cherchant ni à réduire la science à de la spiritualité, ni à réduire la spiritualité à de la science. Et comment cultiver une conscience élargie? Ce que la psychologie nous dit. Quelle que soit l'interprétation que l'on donne à ces phénomènes, que l'on parle de cinquième dimension, d'éveil, de conscience élargie ou simplement de bien-être psychologique profond, les recherches convergent sur un ensemble de pratiques qui semblent favoriser ces états. Steve Taylor, dans ses recherches sur les expériences d'éveil, identifie plusieurs conditions qui les rendent plus probables. La méditation, l'immersion dans la nature, les états de flow dans une activité créative ou sportive, le silence intérieur et, paradoxalement, certaines formes de souffrance transformées en sens. Lisa Miller, dans ses recherches sur le cerveau éveillé, identifie 4 pratiques fondamentales: la connexion à quelque chose de plus grand que soi ou la conscience de la nature, l'attention au moment présent et l'ouverture à ce qu'elle appelle la guidance. Une disposition à remarquer les synchronicités et les connexions significatives. Ces pratiques ne nécessitent ni croyance particulière, ni affiliation spirituelle spécifique. Elles peuvent être abordées comme des pratiques psychologiques de développement de l'attention et de la conscience, et leurs effets positifs sur le bien-être, la résilience et les relations sont documentés indépendamment de leur interprétation métaphysique. Le sens profond de cette exploration. Au terme de ce voyage entre physique, psychologie et tradition spirituelle, qu'est-ce que nous pouvons retenir honnêtement? Premièrement, que la notion de cinquième dimension a une histoire scientifique réelle et fascinante. Une histoire qui nous dit que l'espace-temps pourrait être plus riche et plus complexe que ce que nos sens ordinaires perçoivent. Deuxièmement, que des millions de personnes, dans toutes les cultures et tous les siècles, ont rapporté des expériences de conscience qui semblent déborder les catégories habituelles de la perception ordinaire. Des expériences qui, selon les interprétations, peuvent être vues comme des états psychologiques extraordinaires, des phénomènes neurologiques spécifiques ou des formes d'accès à une réalité plus large. Troisièmement, et que la psychologie contemporaine, notamment à travers les travaux de chercheurs comme Steve Taylor et Lisa Miller, prend ces expériences au sérieux et commence à en documenter les corrélats neuronaux et les effets durables sur le bien-être. Et quatrièmement, peut-être le plus important, que la question de savoir si ces expériences représentent un accès à la cinquième dimension, au sens littéral ou métaphorique, est moins importante que la question de savoir si elles enrichissent la vie, approfondissent la compassion, élargissent la compréhension et contribuent à une existence plus pleine. Car si c'est le cas, et les données psychologiques suggèrent que c'est souvent le cas, alors peu importe le nom qu'on leur donne. Ce qui importe, c'est de créer les conditions dans lesquelles ces états peuvent se produire, et d'intégrer ce qu'ils révèlent dans la vie quotidienne. L'explorateur et chercheur que vous êtes a peut-être déjà connu certains de ces moments, cette fraction de seconde où le monde semblait plus vivant, où tout semblait connecté, où la frontière entre vous et le reste de l'existence s'est momentanément estompée. Qu'on appelle cela la cinquième dimension, un éveil, une expérience de flow, ou simplement un instant de grâce. Ce moment appartient à l'une des dimensions les plus profondes de l'expérience humaine. Ce contenu a été produit à des fins éducatives, culturelles
et philosophique. Les parallèles entre physique théorique et expérience spirituelle sont des analogies culturelles, non des équivalences scientifiquement établies. Et les interprétations spirituelles présentées relèvent de traditions, de croyances et de réflexions philosophiques, et ne constituent pas des affirmations scientifiques vérifiables. Les données de recherche citées proviennent de sources académiques sérieuses, mais elles ne prouvent pas les interprétations métaphysiques qui peuvent leur être associées.